L'INSTAT qui est là pour les statistiques. Donc, après la collecte de données, l'INSTAT est là. Et avant même la collecte de données, c'est l'INSTAT qui fait pratiquement les différentes SE, comme ils appellent les sections, les sections, c'est-à-dire, comment on appelle les grappes. Donc, avec l'INSTAT, il fait les grappes. Les grappes sélectionnées maintenant, l'équipe de collecte va rentrer dans les grappes qui sont représentatives pour tout le Mali. C'est de Caille jusqu'à Kidal. Bon, je ne sais pas. Oui, il parvient à le faire. Bien que. Bon, voilà, ça, il ne faut pas nous amener dans un. Quand même, les données soient remontées. Nous allons travailler avec ces données. Maintenant, qui dit que les qualités, ces données sont. Mais toute enquête, hein, il faut le dire, hein, on ne peut pas le prendre à 100% avec de bonnes qualités. Ce n'est pas un sens seulement, toi-même tu le sais. Est-ce qu'il y a une enquête aujourd'hui au Mali qu'on peut dire que, et réellement, dans notre contexte, même tu parles déjà, même s'il n'y a pas d'insécurité, les hommes étant qu'ils sont, intellectuellement ne sont pas reçus, et physiquement également ne sont pas reçus. Et nous ne pensons pas vraiment au résultat final. Parce que ces résultats finaux, c'est nous les praticiens qui vont utiliser. Mais ce n'est pas ceux qui sont partis faire les collectes. Et ils ne voient même pas l'enjeu de ce qui nous amène. C'est pourquoi chaque enquête, chaque enquête, nous faisons de nos mieux pour envoyer les superviseurs sur le terrain. Ça, c'est un. C'est pour au moins avoir un peu la qualité. De deux, maintenant avec les tablettes maintenant sur le terrain, directement, si tu es dans un grappe, tu fais la saisie directement sur le terrain et tu envoies directement dans le cerveau. Voilà, tu es. Donc, directement dans ton grappe, tu ne peux pas sortir tant que on ne te dit pas que les données que tu viens de collecter dans tel grappe pratiquement correct. Correct, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les chiffres que tu as eu à faire à l'entrée, plus ou moins est acceptable. Mais si, par exemple, je prends un exemple par rapport aux mesures anthropométriques. Les mesures anthropométriques, tu as devant un enfant de 2, on prend un enfant de 5 ans. Et tu dis que son poids est un poids d'un enfant un adulte de 40 ans, ça ne marche pas. Ça te donne tout de suite un rouge. Ou bien un enfant de 23 mois, tu lui donnes un poids d'un enfant de 2 ans, ça ne marche pas. Bon, il y a beaucoup de choses comme ça incorrectes. Et directement, la machine te répond de ne pas quitter ce graphe tant que tu ne reprends pas telle mesure. Et également, il y a beaucoup de choses qu'avec la tablette, maintenant, nous parvenons à corriger beaucoup de choses. C'est pourquoi nos résultats, c'est pourquoi on dit que les résultats, souvent, au niveau mondial, scientifiquement, les enquêtes sont plus parlantes que les outils. Bon, on dit que c'est plus ou moins sérieux. OK? Donc, voilà, nous ne ressentons pas nos efforts. Tout ce qu'on a, résultat comme enquête, nous le prenons vraiment d'argent comptant. Nous travaillons avec ça et nous faisons ce que nous devons faire avec ça. Même aujourd'hui, la prévalence de la malnutrition aujourd'hui, c'est grâce à l'enquête SMART. Et cette enquête SMART également, c'est pratiquement chaque année qu'il est fait. Mais le budget, si on te dit le budget aujourd'hui, ça fait beaucoup d'encre parce que c'est budgétivore. Hein? Une enquête coûte très cher. Donc, si on met l'argent dans les enquêtes, on doit le prendre vraiment au sérieux. Très bien. Donc, avec l'INSAN en 2015, ils ont pu donner 25% des ménages, c'est trop, hein, qui sont en insécurité alimentaire et 3% en ce qu'on appelle la sécurité. Vous faites un peu une image. Lorsqu'on parle de l'insécurité alimentaire, ça veut dire que nos 4 piliers ne sont pas là.
Et lorsqu'on parle de sévérité, ça veut dire que c'est en rouge. Les couleurs que je vous ai montrées la fois passée, ils dépassent le rouge, ils sont en rouge foncé. Et là, c'est très inquiétant. Bon, on dit que cette sévérité aussi, c'est mélange en insécurité alimentaire, ça irriguera le urbain. Vous voyez que la plupart, la majeure partie, c'est comme Barré vient de le dire, c'est surtout le milieu rural qu'on trouve des cas très pauvres, qui est le milieu urbain. Ça, c'est connu pour tous. Nous avons ici également que les 70% de la population pauvre et très pauvre dépendent du marché pour manger. Donc, sans le marché, ça ne marche pas. Donc, leur vie dépend vraiment du marché. Le marché est bon aujourd'hui, nous parvenons à manger. Le marché est très élevé. C'est pourquoi souvent vous entendez à la télé des communautés, toute une communauté qui ont fait des marches parce que les prix ont été vraiment très, très exorbitants et puis ils ont monté en flèche. Voilà, c'est tous les denrées de première nécessité. Dès que ça monte en flèche, ça fait mal. Hein? Donc, l'économie malienne, comme vous le savez, on dit que dépense beaucoup pour la sécurité alimentaire. Et là, ça, il faut le connaître. Hein? Vous allez voir dans le plan d'action des milliards qui est injecté chaque année par l'État malien pour assurer cette sécurité alimentaire. Et ce n'est pas uniquement, il y a le budget d'État qui assume une grosse partie. Les partenaires également amènent des milliards pour assurer cette sécurité. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Je ne sais pas si la diapo est en mode diapositive, mais ça ne s'affiche pas en grand caractère chez moi. Je ne sais pas. Bon, chez nous, ici, c'est un grand diaporama. Mais chez toi, c'est comment c'est. Il y a le petit écart qu'il y a deux tableaux d'affichage qui apparaissent sur mon écran, quoi. C'est-à-dire, il y a l'autre. Je ne sais pas, peut-être le mode. Oui, je comprends. Je ne sais pas si on va appeler le technicien pour voir, je ne sais pas trop. Parce que chez nous, quand même, les deux petits écrans. Ok, merci. Donc, le manipulateur en question n'est pas là. En attendant qu'il soit là, donc on va se contenter un peu de ça. Mais c'est visible, non? C'est visible chez toi? Alors, professeur? Oui, c'est visible quand même. Oui, c'est lié même à la surcharge même de la diapositive. Ah, voilà. Donc, une partie en bas ne sort pas. Oui, oui, on voit, mais on a de la peine à lire, quoi. Non, je pense que c'est le mode d'affichage, quoi. C'est le mode d'affichage qui fait le problème. Ok, d'accord. Voilà. Quand vous allez changer le mode d'affichage, ça veut dire il y a la diapositive qui suit. Déjà, ça s'affiche chez nous. Donc, il faut trouver un moyen pour que la diapositive suivante ne s'affiche pas chez nous, quoi. Ah, ok. Bon, là, en tant que... Est-ce qu'en réduisant comme ça... Voilà, c'est bon. Comme ça va? Oui, ça va. C'est plus que l'autre, là? Oui, oui. Ah bon? Nous, on trouve le contraire. Ah bon, c'est bon. Maintenant, en bas de l'écran, il y a à droite, là. Donc maintenant, ça va? Oui, mais c'est pas... Ça va pas. Toi? Il faut zoomer un peu, Non, pour que ça soit mode plein, quoi, écran plein, vous pouvez aller en bas et à droite de l'écran un peu, là où il y a plus ou moins pour grandir un peu la taille, là. Il y a diaporama à droite, en bas. Ouais, zoomer, quoi. Il faut zoomer, voilà, à droite et en bas, là. Votre droite, oui. Oh, je suis en train de chercher même ma souris ici. C'est un appareil que je ne maîtrise pas. Ah, ok. L'appareil de Toumani Diakité, là. Vous voyez que la souris même, je ne sais pas. Bon, je vais essayer de chercher la souris avec ça. Il ne vient pas. Mais si vous permettez à voir comme ça, oui. On peut aller. On peut aller, oui. Ça permet de changer. Ça change, non?
Ah. Moi, je suis content pour toi. Ça ne marche pas. Bon. Donc, il faut voir Toumani pour nous. Dis à Toumani de venir voir rapidement son appareil. Il est là? Professeur, c'est un fichier PDF ou PowerPoint? PowerPoint même. Il faut prendre le mode diapo alors. Ah, mais c'est ce qu'on était là-bas et on a dit qu'on ne le voit pas bien. Ah, oui, je vois. Oh, attention encore. Bon, le technicien va venir. Je ne vois même pas sa souris là. Non, parce qu'ils ont dit là, même avec ça, bon, c'est pas évident, quoi. Patientez un peu, Toumani va venir, ok? Quelques minutes. Moi, je pense qu'on peut continuer. On peut continuer. C'est difficile, hein? Oui. Professeur? Oui, Toumani est là. Toumani dit qu'il nous voit. Il parle super bien lorsque c'est en cours. Moi, je ne vois même pas ta souris là. Super là. Ah. Donc, patientez-vous un peu. On va trouver la solution. C'est son beau talent. Si c'est bon, vous allez nous dire que c'est bon. Il n'y a pas de souci. Ouais, il est là-dessus. Hey. Alors? Bon, ça reste. C'est un qui observe. Il a fermé. Oui. Bon, on peut fermer depuis ici, mais. C'est mieux que lui-même ferme. Voilà. Non, il faut vous voyez l'écran? Oui. Oui, oui, je pense qu'on peut continuer. Je mets le 1, on est jusqu'au 4. Va au 2, par le premier. Ouais, c'est pas possible. Le 2, la même c'est à effacer. Ça, c'est une mauvaise manipulation. Ça, voilà, c'est bon. Ça va maintenant? On peut. Ça dit que le deuxième, le bloc. On peut continuer, sinon c'est la même présentation, c'est la même forme. C'est le même mode d'affichage qui est là. Mais on peut continuer. Oh, c'est oui. Oh, oui, oui. La position du cas. Est-ce qu'on peut fermer ça? Professeur, est-ce que c'est pas lié à la taille même de l'écriture? Non, c'est pas l'écriture, c'est le mode d'affichage. Bon, mais il y a plus de lignes que prévu. Ouais, faisons non, avec c'est pas ça. C'est pas ça. Non, le diapo est un peu surchargé, je suis d'accord. Mais normalement, nous, on voit très bien ici sur notre écran. Oui, ici. c'est le mode d'affichage, c'est le mode qui. De la façon dont ça se présente chez nous, c'est ce qui fait que nous, on a du mal à voir. Voilà, c'est bon. C'est très bon maintenant. Okay. C'est très bon maintenant. Et voilà.
Je vois ça. Très bon. C'est très bon maintenant. Oui, parfait, c'est bon. C'est parfait. Voilà. Oui. Merci. Donc, fermez vos micros pour que ça puisse partir. Donc, vous voyez voir, dans ce contexte, les milliards qui sont chaque année pratiquement, qui sont dépensés au niveau, qui sont financés au niveau de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. C'est pour vous montrer que c'est tellement juteux que ça demande vraiment à réfléchir. Avec tous ces milliards-là, on va se demander comment nous souffrons encore avec beaucoup de malnutrition, avec la famine, avec c'est beaucoup de questions qu'on doit se poser. Une subvention de l'État par campagne agricole, 20 milliards 5. 37 milliards 0,5 francs CFA en importation de riz, 20 milliards de francs CFA en importation de lait, 9 milliards en importation de poissons, un débours pour l'État de 1,6 milliard de francs CFA de 2006 à 2015 pour la SAN, pour la sécurité alimentaire. Ça, c'est le fonds commun contrepartie. Vous allez voir en détail tous ces partenaires qui nous aident. Les contributions financières directes totales se chiffrent environ à 66 milliards de francs CFA. Donc, dans le plan de la politique, vous allez voir vraiment ces milliards, dont on vous dit les 60 milliards, ça fait les 91% pour l'État. Donc, l'État fait beaucoup de choses vraiment au profit de la sécurité alimentaire. Tout ça, c'est pour que le pauvre Malien vraiment ne se soucie pas de sa sécurité alimentaire. Professeur? Oui. Voilà, moi, je reviens sur la partie, les 25% des ménages sont en insécurité alimentaire. Donc, concernant l'ENSA 2015, bon, alors que l'ENSA 2020, il y a une amélioration parce que c'est 16%, oui, dont 3% en insécurité alimentaire sévère. Bon, est-ce qu'avec la pluviométrie de cette année, on va revenir c'est-à-dire à ces chiffres encore? Bon, ça compromettant quand même cette année. Même si on ne s'approche pas à ces chiffres, on ne sera pas loin de ces chiffres. Et ça fait peur déjà. Je parle de l'ensemble 2000 combien 2020. Oui, 16%, dont 2% en sécurité alimentaire. Ça, c'était beaucoup plus amélioré encore. Oui. Cette année, je sais que ce qui a beaucoup marché, c'est le coton. Ça, le coton est en train de frotter les mains cette année. Mais ce que les autres céréales de base, telles que le riz, les mil, ça, nous devons avoir peur cette année. Sinon, le coton, quand même, a atteint son sommet le maximum après ATT. Donc, tout au long de IBK, le coton n'a jamais atteint ce sommet. Ce que j'ai entendu par les gens de CMDT cette année. Ils n'ont pas atteint le sommet de ATT. Parce qu'à un moment donné, ATT a atteint un sommet de combien de millions de tonnes. Mais cette année, quand même, ça n'a pas atteint ce sommet, mais ça a dépassé tous les chiffres de la période de IBK. Donc, ça veut dire qu'en coton, nous ne souffrons pas, mais les denrées alimentaires cette année, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes. La pluviométrie n'a pas donné comme il faut. Les bannis arrimés au niveau de l'Union, ils sont partis des hectares et des hectares, brûlés des hectares. Il y a eu des prédateurs au niveau de vers quelle zone encore, aux zones centre là. Je ne sais pas exactement quelles sont les zones qui ont subi vraiment ces prédateurs, qui ont envahi aussi les cultures. Donc cette année, vraiment, comme tu le dis, hein, bon, je ne sais pas, comme dans leur jargon, il y a un peu tout là-dedans. Ça peut être des criquets querelleurs, ça peut être d'autres prédateurs, quand même, qui détruisent carrément les cultures. Hein? Il y a même les oiseaux aussi qu'il ne faut pas. Je ne sais pas exactement quels sont ces prédateurs, mais quand même, ils ont envahi des hectares cette année également, plus ces mauvaises pluies. Mais souhaitons-le que nous ne tombons pas dans ce tableau de 25% qui est pratiquement le quart des ménages. Et là, c'est très inquiétant. Souhaitons que la transition nous amène quelque chose vraiment de potable. On espère bien.
OK? Inch'Allah. Bien, Inch'Allah. Donc, on va un peu dans l'analyse diagnostique de cette situation alimentaire. Le nutritionnel qui révèle une offre alimentaire très fluctuante à ajouter à la demande des populations. Donc, effectivement, à cette période déjà, cette offre alimentaire était là, qui est en train de donner de bonnes choses, mais qu'il faut toujours ajuster en fonction de la taille de la population qui est en train de s'agrandir à tout moment. Il y a des chocs et des crises aussi qui réduisent et affectent l'accessibilité. Ça, il faut le connaître. Nous sommes en train de pratiquement la période de ces chocs et de ces crises. Hein? Vous avez parlé tantôt, vous avez bien de parler tantôt de ces crises sécuritaires. Il faut parler de ces crises économiques également. Et la CEDEAO vient encore avec toutes les barrières de poser les embargos sur nous. Bon, on ne sait pas, est-ce que ça va beaucoup affecter nos ménages en termes de sécurité alimentaire. Et le niveau de malnutrition aussi, c'est préoccupant. À cette période, c'était très préoccupant. Surtout les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes allaitantes. Vous avez vu qu'on a eu, c'était pratiquement, c'est l'année de 2000, c'est le même 2020 que tu parlais, 2020-2021. Ouais, 2020 aussi. La prévalence a beaucoup chuté en termes de malnutrition. Donc, c'est pour vous dire que pratiquement 2020, quand même, ça a été un peu fructueuse. Parce que la malnutrition est passée jusqu'à de 14% à 7%, presque la moitié. Donc, même si on n'a pas atteint le plafond de l'OMS, quand même beaucoup a été fait. Mais cette année, je vois que les résultats préliminaires ne sont pas du tout satisfaisants. La prévalence a grimpé encore. Est-ce que ça ne frôle pas vers les 11%? Que Dieu nous en garde, c'est trop. De 7, on revient à 11, ça veut dire que c'est pourquoi je ne conteste pas ce que tu es en train de dire. Cette année, je n'ai pas encore les résultats. NSAN aussi vient de terminer. Je n'ai pas vu les résultats préliminaires pour le moment, mais les résultats préliminaires du SMART quand même sont sortis. Ce que j'ai entendu, les 11%, c'était très élevé. De 7, si on vient à 11, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et si les femmes aussi rentrent dans cette ligne en compte, les femmes enceintes allaitantes, une femme enceinte malnutrie, c'est que sûr, nous allons avoir beaucoup d'enfants qui sont dans ce tableau de petits pois, des enfants très maigres. Et là, ça ne donne pas de bons résultats. Une femme vraiment en état de malnutrition. Une femme allaitante également qui est en état de malnutrition, c'est que sûr que l'enfant qui est en train de téter va faire recours à d'autres sources de lait. Or, ce n'est pas souhaitable en nutrition, on ne peut pas faire l'allaitement mixte. Mais si la femme est affamée, la maman malnutrie, c'est sûr qu'il ne pourra pas avoir cette force pour allaiter correctement son enfant. Et s'il n'allaite pas correctement son enfant, c'est sûr que l'enfant va tomber dans un tableau de malnutrition. Oui. C'est, comme là je le dis, c'est réel. Non, ça c'est réel. C'est pourquoi je dis qu'il n'aura pas la force. Pour t'aider aussi, il faut avoir la force. Cette maman, il a besoin de se nourrir, il a besoin de se maintenir pour pouvoir avoir le tourisme de donner, avoir le courage de téter son enfant. Parce que l'allaitement demande quoi? Il faut surtout la fréquence de téter. Bon, si maman a un tableau de malnutrition, est-ce qu'il pourra supporter cette fréquence? C'est ça un peu le problématique. Donc, il faut que la maman soit soutenue. Il faut que la maman sorte de ce tableau de malnutrition pour pouvoir avoir la force de téter son enfant.
Sinon, la malnutrition en tant que telle ne diminue pas la qualité, mais la quantité du lait. Tant que la fréquence est là, l'enfant parvient à tirer correctement dans de bonnes positions, et il vide un sein, ce qui est sûr, dès qu'il vide, c'est avec le système de hormonal, le sein sera rempli immédiatement avant que l'autre termine. Mais c'est la maman même qui sera très affaiblie. Il ne pourra plus jouer ce rôle de maman. Bon, s'il ne pourra plus jouer ce rôle de maman, le lait devient insuffisant pour l'enfant. Au lieu de prendre, vider un sein, il va à l'autre sein. Dès que la maman fait, il donne un peu ici, il va le changer de l'autre là parce qu'il est fatigué. Et ensuite, l'enfant va se nourrir uniquement de l'eau. Et là, on va tomber vraiment dans ce tableau de malnutrition. Sinon, un enfant normalement qui a allaité exclusivement ne doit pas tomber dans ce tableau. À côté de ces problématiques, il y a une gouvernance aussi institutionnelle et financière qu'il faudra le prendre vraiment au deux bras. C'est surtout avec la réforme qui est en cours, parce que pratiquement, comme nous sommes en période de transition, tout a été bouleversé. Ici, sinon, cette gouvernance, on a révisé plusieurs fois pour que ça puisse tenir toutes les promesses en termes de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et même là aussi, on est en train de faire un peu avec la protection sociale, qui était carrément souvent oubliée dans les oubliettes. N'est-ce pas, hein? Bon, les résidentiels, présidentiels, quand même, ça peut aller. Bon, c'est pas trop. Est-ce que. Voilà, si c'est habitude. D'accord. Chers invités, donc nous pouvons prendre 10 petites minutes de pause, si ça vous agrée. Sinon, la salle ici, on est en train de dire que ça ne pose pas de problème. Je dis que je demande votre indulgence. Non, ça ne pose pas de problème, on est ensemble. Ça peut aller. Ça peut aller. Non, pas du tout, nous sommes ensemble. Oui. Si vous êtes d'accord, on fait cette pause. Si vous n'êtes pas d'accord, on continue. On est d'accord. D'accord, donc on prend 10 petites minutes. Ça marche. Exactement 15 à 25, nous serons là, ok? Ça marche. Ok, merci. Merci, Mané Mori. Ah bon, tu suis Mané Mori de très près, quoi. D'accord. Il faut faire. Ok, bonsoir, ça va. Merci. Merci.
Ouais, ça. Un DGF. Oui, les jeunes vieux là. Comment ça s'appelle les jeunes vieux là? Ah, c'est les jeunes vieux. Si on parle, n'importe où on parle, d'abord, on sait pour le faire. Si jamais tu parles devant moi là, je te tire les oreilles. Comment tu peux être vieux devant moi? Je fais le vieux là. Il dit que c'est pas moi qui dis que je suis vieux là. Bon, il dit que. Quel chèque? Bon, moi, avec chèque, on n'a pas eu l'occasion. C'est marqué. Ah, avec IRC. Bon, moi, j'ai pas eu la chance de travailler avec IRC Nilis. Possible, c'était tout récemment. J'ai fait une. Parce qu'on avait des hommes qui étaient fixés sur ce programme-là. Je pense que c'était pas l'époque de Dr. Dou, au moins de Seulement, je travaille surtout comme UNICEF. Comme UNICEF. J'ai beaucoup travaillé avec eux. Et je continue même. J'étais même le point focal pour moi, au niveau de notre division. Bon, l'UNICEF aussi, pratiquement, avec la Tessima. J'étais beaucoup avec l'UNICEF également. Donc, moi, je travaille beaucoup avec ces deux partenaires. UNICEF comme. Merci, IRC, très rarement que je participe à leur. Chaque fois que IRC vient chez nous, c'est tout que moi, je suis dans autre chose. J'ai pas eu tellement d'occasion de travailler avec eux. Est-ce que IRC, c'est pas Dou qui est là-bas maintenant? Dou. Voilà. On a un jeune qui était chez nous là. Je pense qu'il est porté à l'IRC maintenant. Quand la part celui. Bon, c'est un jeune qui. C'est un jeune. Ah, professeur, si ça a commencé, le micro est fermé, on ne vous attend pas. Hein? D'accord, c'était pas commencé. Ah, C'est ok. maintenant qu'on va rentrer dans le studio. Ok. Ok, j'ai ouvert maintenant, ça va? Oui, ça va très bien. Ok, donc nous continuons rapidement pour que le temps imparti soit carrément bouclé.
Nous sommes tous dans cette pôle SAN avec ces contextes qui sont là. Les défis, des enjeux dont les principaux sont. Les défis vraiment sont d'assurer la sécurité alimentaire d'une population en forte croissance, tout le monde l'a constaté, et de plus en plus urbaine. Donc, tout ce qui est au milieu rural, vraiment, se converge vers le milieu urbain. Et ça affecte par les crises alimentaires récurrentes dans un contexte de production agricole affecté, comme nous venons de le dire, par ce changement aussi climatique qui fait partie des obstacles qui est là. Un espace économique ouvert et concurrentiel marqué par une urbanisation rapide et les mutations qu'elle porte. Donc, cette transition, bien cette mouvance du milieu rural vers le milieu urbain, ça aussi avec toutes ces problématiques que nous connaissons. Et sans compter aussi avec les déplacés aujourd'hui qu'on appelle les PDI. Voilà, donc ces déplacés internes qui sont là aujourd'hui, il faudra compter parmi eux également toutes leurs problématiques qui entourent là. Donc leur prise en compte doit demander beaucoup d'attention sur le plan alimentaire, sur le plan nutritionnel surtout, vraiment voir les autres, surtout les autres problèmes sociaux au niveau des sociaux de base. Donc, ces défis également nous permettent de contribuer à la réduction des prévalences de différentes formes de malnutrition qui ont atteint des niveaux préoccupants, notamment au niveau des femmes et des jeunes. Ce qu'on vient de le dire tantôt. Et ces prévalences également est en train de revenir. Et là, ça se comprend très bien. Cette année, nous avons frôlé beaucoup de choses négativement. Les défis, c'est de renforcer également la résilience des populations vulnérables. Par quoi? Avec un système de protection sociale qui doit être accompagné, parce que ça demande également toute une stratégie autour de ces populations vulnérables. Ce n'est pas des stratégies qu'on veut aussi que ce soit des stratégies durables et cohérentes. Parce que ces crises alimentaires et nutritionnelles, si on ne prend pas garde, ça risquera vraiment de prendre, si on parle du quart, on risquera de dépasser les quarts. Et il faudra, parmi les défis également, mettre en place une gouvernance. Alors là, c'est tout une gouvernance, une institution très, très forte pour pouvoir faire face à cette sécurité alimentaire et nutritionnelle, qui soit être efficace et efficiente. Donc, cette gouvernance nous manque beaucoup. Et dans tous nos programmes, c'est la gouvernance souvent qui fait défaut, surtout sur le plan institutionnel. Si ce n'est pas bien positionné, nous avons beau faire et nous allons tomber encore dans cette insécurité alimentaire. Bien, donc dans la politique nationale de la sécurité alimentaire et nutritionnelle a sa vision, comme toute autre politique. Cette politique, il parle de quoi? Il dit d'ici 2030, nous ne sommes pas loin de 2030 encore, horizon des ODD. L'ensemble de la population malienne a, en tout temps et en tout lieu, un accès équitable à une alimentation de qualité. Je parle bien d'une alimentation de qualité qui doit être équilibrée, suffisante et saine. Donc, il faut que cette alimentation parvienne à répondre à toutes ces prérogations, lui permettant de satisfaire ses besoins nécessaires et préférences alimentaires et nutritionnelles. Donc, vous voyez, nous ne sommes pas très loin du 2030 et nous sommes très loin d'avoir vraiment un accès à une alimentation plus ou moins équilibrée. Mais nous faisons avec, espérons beaucoup, nous espérons, c'est une vision. On se positionne avec des bases solides. Peut-être avec l'appui de nos partenaires de tous les jours, nous pouvons atteindre cet objectif. Mais il n'est pas facile parce que déjà 20 ans n'est pas loin. Pour l'objectif global,
Cet objectif global nous demande pratiquement, c'est dans le cadre de l'objectif global, l'objectif du développement, donc c'est pratiquement le même objectif. C'est dans le cadre du CRED. CRED, ça atteint les objectifs de ODD d'ici toujours 2030, assurer la sécurité alimentaire de la population malienne, améliorer l'état nutritionnel des couches plus vulnérables et leur capacité de résilience. Donc nous avons parlé à un moment donné, le CRED, je pense que si vous avez vu la documentation, les documents sur le CRED, CRED était venu vraiment pour un peu relancer l'économie dans sa globalité. C'est tout un grand document, je pense que c'est jusqu'en 20, si j'ai bonne mémoire, 20-25 ans. Bon, donc, CRED, dans ses globalités, vraiment, peut relancer l'économie du développement durable. Pour l'objectif spécifique, il s'agit d'augmenter de façon durable les disponibilités alimentaires, qu'on en a parlé, qui est le premier pilier vraiment de cette sécurité alimentaire, pour répondre à la demande alimentaire des populations maliennes. Ensuite, spécifiquement, qu'est-ce que nous voulons? Renforcer les capacités de prévention. Et là, aujourd'hui, toute une problématique, c'est vraiment la prévention. Nous ne sommes pas du tout prêts, quelle que soit la position, nous ne sommes pas prêts pour faire la prévention. Nous, on fait toujours les sapeurs-pompiers. On attend que ça brûle et on vient éteindre. Et on ne prend jamais de précautions. Chaque année, la même chose. Si on prend un exemple terre à terre, les inondations. On ne prend jamais de précautions pour les inondations. Tu ne vas pas voir en période accalmie, quand on est en train de nettoyer les fosses septiques, ou bien on est en train de nettoyer les canaux d'irrigation. Rien. On ne fait rien, chacun croise les bras. Tout le monde voit que nos fosses sont grandement remplies des ordures de gauche à droite. Mais paf, première pluie, deuxième pluie, paf, on dit que nous sommes en inondation. Mais qu'est-ce qu'on a prévu? Qu'est-ce qui a été fait? Donc c'est toujours vraiment stationnaire. On vit au sapeur-pompier. Oui. Mais c'est ça. Les autres sont connus. Nous, ils sont connus. Et chaque année, c'est la même chose. Le même lieu. C'est comme si on fait exprès finalement. Si c'est devenu question de chercher de l'argent avec ça, mais je ne sais pas trop. D'accord. Améliorer pour toujours, spécifiquement, nous comptons améliorer l'accessibilité physique et économique des aliments aux populations, quelle que soit ta position géographique au Mali, surtout la population vulnérable et pauvre. Améliorer l'état nutritionnel des populations à tout moment, en tout lieu, qui a été demandé. Et encore, spécifiquement, on vient vers la gouvernance institutionnelle. Il faut que l'État soit fort pour mettre en place vraiment une institution valable qui peut répondre vraiment aux soucis des Maliens dans le cadre sur le plan sécurité alimentaire et nutritionnelle. Bonsoir, professeur. Nous sommes ensemble. Bonsoir. J'ai une question par rapport à la gouvernance nutritionnelle et financière. Est-ce que le commissariat à la sécurité alimentaire au Mali, là, ça peut répondre à cet objectif-là? Bon, en fait, beaucoup ont été faits dans ce sens. Hein, parce que la sécurité alimentaire est directement liée maintenant à la présidence. Donc, institutionnellement, nous sommes forts. Tout ce qui rentre vraiment dans cette sécurité alimentaire, dans ce commissariat, vient directement. C'est-à-dire qu'il rend compte directement à la présidence. Et là, c'est une position idéale qui n'est pas donnée à tout le monde. Hein? C'est ça qui nous manque aujourd'hui. Hein? Je donne un exemple, on a mis le plan nutritionnel, la coordination de la nutrition.
C'est logé au niveau du secteur de la santé. Or, ça doit être multisectoriel. Tous les secteurs doivent y participer, mais institutionnellement, ils sont pas forts. C'est pas la santé qui peut inviter son homologue de l'agriculture. Il faut le Premier ministre, la primature, qui peut imposer son galon sur tous les ministères. Bon, aujourd'hui, nous sommes piétinés parce que institutionnellement, nous ne sommes pas bien positionnés. Dans les autres sous-régions, la nutrition, la coordination se trouve au niveau de la primature. Le commissariat à la sécurité alimentaire, quand même, ils ne doivent pas souffrir. Mais malgré tout ça, leur position idéale, ils sont rattachés directement à la présidence. Oui, allô, professeur. Oui. Oui, mais qu'en est-il de la politique nationale de multisectorialité en nutrition qui avait été élaborée? Ça, c'est un autre débat. Nous allons revenir sur ça. Ok, d'accord. On a été modèle aussi pour le plan multisectoriel là, que tu vas voir en mettant à côté de ce plan de la Polsan. Okay. Polsan avec son plan d'action, et puis tu vas voir aussi la multisectorialité, comment ça a été géré au Mali et comment ça continue à être géré. D'accord. Bien, donc ne mettons pas trop, ça va venir. Ok. Oui. Et concernant ces ODD, oui. En 2020, bon, le CI de l'OMS était à peu près 8,9% et l'Afrique est à 19,1%. On dit si rien n'est fait, c'est-à-dire au CC là, en 2030 là, ça va atteindre jusqu'à 25,7%. En 2024? En 2030, si rien n'est fait, d'ici 2000, le CC passera de 19,1% jusqu'à 27%. Quoi. Wow. Ça, c'est catastrophique. Mais espérons que beaucoup doit être fait. Mais demandons d'abord la stabilité de nos pays pour que l'Afrique puisse sortir dans ce gouffre. Vous voyez que partout, il y a des mouvements. Tant que l'Afrique n'est pas stable, là, les Européens, je ne sais pas, ils font espérer que nous soyons déstabilisés comme ça pour que nous n'atteignions jamais les 20-30 là en toute sécurité. Partout, c'est bouleversé. Mais espérons que d'ici 20-30, qui n'est pas loin encore, qu'on retrouve vraiment, comme on le dit souvent, notre pays dedans, et qui était bon à vivre chez nous, et que ça va venir, et que cette sécurité alimentaire, vraiment, comme son nom l'indique, comme sa définition le définit, et que nous serons vraiment dans cette sécurité alimentaire. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire, si cette sécurité alimentaire n'est pas garantie, nous n'avons rien fait d'abord. Et mais pour que cette sécurité alimentaire et nutritionnelle soit garantie, ça demande des préalables. Il faut que le pays soit stable d'abord, sur tous les plans. Aujourd'hui, vous voyez, le pays même est en transition d'abord. La transition veut dire que nous ne sommes pas tranquilles encore. Ça, c'est sur le plan politique. Voilà. Donc, sans rentrer dans les autres détails de l'insécurité qui règne, la crise insécuritaire qui est là, politico-économiquement, vraiment tout est déséquilibré chez nous. Espérons que vraiment les choses rentreront dans l'ordre. Parce que tant qu'on est vraiment dans le désordre aussi, dans la transition aussi, c'est très, très difficile. Donc, vraiment, la politique nationale de la sécurité alimentaire est basée sur les 4 grands axes. Les 4 grands axes fondamentaux pratiquement qui permet à faire tous les constats de l'analyse diagnostique sur les 10 dernières années, ça va être de 2005 à 2015. Axe numéro 1, axe stratégique numéro 1. Ici, nous parlons de l'améliorer l'incidence des productions, comme on l'a parlé dans les objectifs agricoles, sur la disponibilité, la stabilité qu'on parle toujours,
l'accessibilité et l'utilisation des aliments pour ajuster durablement l'offre alimentaire à la demande de cette population galopante. Donc, vous voyez déjà que l'axe 1 vraiment est reposé sur vraiment les 4 piliers de la sécurité alimentaire. L'axe 2 demande comment faire pour vraiment prévenir les chocs et les crises, réduire et atténuer leurs effets sur les populations vulnérables et faciliter l'accessibilité alimentaire aux ménages en situation d'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Là aussi, il faut utiliser les grands moyens pour amortir ces chocs et faire de telle manière que cette population qui est devant ces chocs, qui ont déjà vécu ce choc, nous devons faire de sorte qu'ils sortent de ce choc, sans pourtant que ce soit vraiment une crise paralysant vraiment leur situation. Donc, oui. Oui. Il y a d'autres. Si tu vois la politique malienne, quoi. Non, oui, la politique malienne, quand je parle de la politique malienne, ils sont venus à pour aider la population. Je prends un exemple. Lorsque nous faisait un programme avec un programme de sécurité, la nutrition, protection de l'enfant, rouge, on est parti dans des quand on parle avec l'agence sociale. Souvent, quand nous travaillons dans on essaie de faire une enquête pour voir exactement quelle est la cause de la protection. Donc, quand on fait une étude de base pour voir un peu l'état de lieu. Maintenant, quand on fait cette étude-là, souvent tu vas tomber sur les gens, les gens qui sont oui. Maintenant, on va dire que OK, maintenant exactement, qu'est-ce que tu as faire pour sortir de ça? Tout à fait, oui. Ça, c'est une question comme ça. Mais je ne jamais dire que non, je veux que faire ça. Non, tout à fait. Elle va dire si j'ai ça, je peux faire ça, je peux faire ça, oui. Voilà. On est tombé sur une dame où on a dit de me tuer quelque part. Lui, il veut faire un peu de page. Oui. Donc, quel genre de page? Il dit acheter des chefs avec tout à fait. Vraiment, ça. Donc, on a noté ça. Et maintenant, on est venu faire une mise en non, avec les chefs. La même personne. La même personne. Donc, il va aider les gens, on appelle on est venu une première fois dire non, elle ne va pas ça. C'est qu'elle faut qu'on fasse l'argent liquide là. Bon, ça, vous voyez. Ça, c'est. Et maintenant, elle a été élevée comme ça. Si on a jamais pas 5 chefs comme ça, on aurait dit et puis on fait les et là, des boucs qui vont bien donner. Oh, tu as vu? Qui veut vivre dans ça et puis qui ne veut pas sortir même dans cette précarité. Ça, c'est la vie facile. C'est ce que je dis souvent, on tombe dans la paresse. Non, c'est pas dans la paresse. Les Maliens naturellement n'aiment pas l'évolution du pays. Non, ce n'est pas du tout intéressant. Ok. Non, comme tu l'as dit, hein, si tu fais des mini-enquêtes dans ces zones-là, tu vas te poser 1000 questions. Est-ce que réellement, même il faut voir nos déplacés internes, souvent il y en a qui se sentent à l'aise dans ça. Oui. Si tu veux, c'est le moment où on dit que bon, maintenant je fais quelle zone? C'était la zone de Mopti avec les affaires étrangères. Donc lorsque nous on est venus, le pomme était dans son dernier souffle. Parce que ça coûtait très cher. Ça fait des milliers de francs CFA qui dépensaient chaque trimestre. Maintenant, on dit que tous ceux qui peuvent faire quelque chose maintenant, on les tire
de l'eau. Ah, mais ça n'a pas été facile. On ne sait même pas qui doit sortir en ce moment. Et les gens veulent tous plonger dans ça et puis rester dans ça. On dit que ça ne peut pas continuer. Ici, l'espace que vous occupez déjà, ce n'est même pas fait pour vous. Donc, vous devez, à un moment donné, vraiment faire quelque chose pour vous-même, pour que c'est pour atténuer vos chocs d'abord. C'est pour qu'on a créé cet espace-là pour vous. Mais lorsque vous sentez vraiment à l'aise, il y en a même qui commencent à avoir enceinter les femmes déjà. Donc, précarité, elle est finie là. Mais non, c'est la belle vie parce qu'on trouve à manger et à boire. Des droits qui j'arrive. Oh, oui, c'est devenu une routine pour eux, quoi. Oh, oui, ils se sont traînés par la facilité. Est-ce que nous, on n'a pas fait part de ça? C'est un qui pose cette question. Très bien. Donc, non, c'est décourageant. Tu demandes même à quoi servent les aides là. D'accord, on est rapide avec les deux autres axes. Troisième axe stratégique, c'est contribuer à prévenir et à réduire les différentes formes de malnutrition, comme on en a beaucoup parlé. Cet axe vraiment consacré pour la prévention également. La prévention et la prise en charge. Hein? On a toujours dit, c'est le mot, la prévention peut être tout défaut. Même si on a des partenaires qui viennent, beaucoup de partenaires se lancent vers la prise en charge et non la prévention. Parce que la prévention tout de suite n'est pas visible. Or, si tu fais la prise en charge déjà, c'est très visible. Donc, les ONG qui opèrent vraiment à ces milieux, c'est pour leur visibilité également. Bon, tout ce qui est prévention, beaucoup ne tenaient pas compte. Mais dans la prévention, ça c'est pour ceux qui ne sont pas malades. Donc, il faut tout faire vraiment pour éliminer les enfants ou bien les femmes qui sont malades. Tous ceux qui sont malades ne doivent pas rentrer dans le tableau de prévention. Prévention, c'est fait pour ceux qui ne sont pas malades. Renforcer et intégrer les interventions sensibles et les interventions spécifiques à la nutrition dans tous les futurs programmes et projets. Je pense que beaucoup de programmes et projets ont compris maintenant. Nous faisons beaucoup de leur activité qui est basée vraiment sur ces interventions qui sont soit sensibles ou spécifiques à la nutrition. Orienter l'agriculture vers une agriculture sensible à la nutrition pour améliorer la diversité alimentaire. Auparavant, nos agricultures étaient vraiment basées uniquement sur une seule culture pour donner vraiment ce qu'on connaît aujourd'hui, qui manque beaucoup de nutriments dans ce sens. Or, une seule culture aujourd'hui ne peut pas donner tous les éléments nutritionnels dont nous avons besoin. C'est pourquoi il faut vraiment aller vers la diversification de ces alimentations. Pour terminer maintenant, le dernier axe qu'on en a parlé, qu'on vient de discuter tout de suite, c'est surtout cette gouvernance. Donc, l'axe 4 aussi a pris en compte cette gouvernance institutionnelle et financière qui doit être vraiment pour cette politique, hein, un champ vraiment de lutte pour qu'on puisse y gagner. Parce que tant que cette gouvernance institutionnelle n'est pas forte, ne conduit pas tout ce paquet de milliards qu'on est en train d'injecter, ça ne va jamais arriver aux bénéficiaires. Ou bien lorsque ça arrive aux bénéficiaires, ça trouve que le quart est déjà parti. Donc il faut qu'on ait une institution vraiment à ce niveau très fort. Et ce que les Maliens n'aiment pas, il faut que vraiment les bénéficiaires même, ou bien je ne dis pas les bénéficiaires même,
que la communauté tout entière a un œil sur pratiquement ce que la sécurité alimentaire en tant que telle est génère comme source de revenus. Mais tout ce qui est contrôle interne, les autorités n'aiment pas ça très souvent. Parce que ça nuit à beaucoup de choses. Donc, il faut que nous ayons une institution très forte pour pouvoir, le peu de moyens qu'on a, on peut beaucoup faire avec le peu. Mais si ce peu-là aussi est dissipé un peu partout, ça devient vraiment inefficace en ce moment. D'accord, ça c'est la mise en œuvre un peu de la politique. Vous allez voir dans le plan, le dispositif institutionnel d'orientation et de coordination qui fait partie de sa mise en œuvre. Non seulement ce dispositif institutionnel d'orientation et tous ces scénarios, tous ces arsenals existent, il y a également les instruments d'opérationnalisation de la police qui existent également. Il y a le financement de la police qui est là, on n'a pas de financement de la politique nationale de sécurité alimentaire. C'est fait à travers les ressources publiques, notamment le budget national, les mécanismes de financement du DNSA, qui provient du fonds commun de contrepartie. Ce fonds commun de contrepartie, il y a beaucoup de partenaires aussi qui sont dans ce fonds, qui parvient vraiment comment on appelle, ingérer vraiment dans ce compte. Il y a également le fonds de sécurité alimentaire aussi, FCA, qui existe. Il y a les partenaires techniques et financiers qui sont différents aussi du fonds commun de contrepartie. Non seulement le fonds et les FCC, il y a les partenaires techniques. Les partenaires techniques aussi, ils ont, à travers l'appui budgétaire, ils ont mis la main dans la poche aussi là-bas. Les collectivités territoriales à travers le FINACT et ses 5 guichets et le secteur privé à travers le crédit agricole et la microfinance, les populations bénéficiaires. Donc tout ça, c'est vraiment des apports pour le financement de la police. C'est pour ça que je dis qu'ils ne sont pas pauvres en tant que police, le financement de cette politique. L'argent y est, mais c'est la mauvaise gestion. Surtout la mauvaise gestion interne. Vous allez voir le plan d'action. Combien de milliards sont injectés et combien de bénéficiaires aujourd'hui ne parviennent pas à avoir cette sécurité alimentaire. Voilà un peu, je pense que nous sommes à la fin, ça tombe bien, l'heure est déjà là. Donc, comme je l'ai dit au début, nous allons vous remercier tous et ensuite, la semaine prochaine, les thématiques que je vais amener, vous allez choisir les thématiques, si vous voulez, en binôme, en trio, comme vous voulez. Hein? Vous allez traiter et puis envoyer dans ma boîte. Oui, je suis à votre écoute. Donc, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions pour pouvoir terminer? Et si vous avez des observations, des suggestions, nous sommes à votre écoute. Voilà, je dis, concernant ces thématiques-là, déjà, on a des groupes formés depuis en Master 1. Donc, est-ce que ce n'est pas mieux que ces groupes continuent? Il n'y a aucun souci. Les groupes sont combien? Les groupes sont formés à titre de combien? Bon, l'année passée, le minimum c'était 6 par groupe, sinon 7-8 comme ça. À peu près 6 à 7 groupes. Mais ce groupe-là parvient à se voir pour travailler ensemble? Non, on fait les choses en ligne comme ça, quoi. Vous changez les... En ligne. En ligne. Ah, d'accord. Moi, je suis parfaitement, si le groupe existe déjà, hein, nous allons partir avec ce groupe. Chaque groupe va prendre une thématique et vous allez travailler ensemble, échanger en ligne, comme hein, chacun va donner son... Quelqu'un va faire le draft d'abord, les autres vont